Deuxièmement,
effectivement, quel est l'enjeu de ce mot responsabilité et pourquoi c'est au cœur de l'éthique du XXIe siècle? Ça fait plus de 20 ans qu'on se pose la question, face à une unique planète, est-ce que les peuples de la Terre peuvent se mettre d'accord sur quelques valeurs communes au nom du bien commun? Donc on a fait 15 ans de travail interphilosophique, interreligieux, interculturel, pour arriver à la conclusion que la responsabilité serait le cœur de l'éthique du XXIe siècle. Et que c'est autour de l'équilibre entre la notion des droits et la notion de responsabilité que se construirait le monde de demain. Alors, pourquoi dans le livre qui rentre à la démocratie, la description de ce à quoi on est arrivé, qui est la notion de déclaration universelle des responsabilités humaines. D'abord, ce qui est au cœur de la responsabilité, c'est l'interdépendance. Ce qui fait que c'est une valeur universelle, contrairement au droit de l'homme, qui est une valeur occidentale étendue à l'univers tout entier, mais il y a énormément de langues, vous le savez, dans le monde, qui sont incapables de traduire la notion de l'homme, alors que toutes les langues sont capables de traduire la notion de responsabilité. Pourquoi? Parce que la responsabilité est au cœur de la fabrique de n'importe quelle communauté, petite ou grande, puisqu'elle pose la question de la réciprocité, puisqu'elle reconnaît que ce qui arrive à l'autre me concerne autant que ce qui m'arrive le concerne. Donc il n'y a pas de société sans l'idée de responsabilité, et c'est explique son universalité. La grande rupture anthropologique, évidemment, du XXIe siècle, c'est cette fois-ci, la question d'interdépendance s'étend au monde entier, et que donc, la question de la responsabilité prend une nouvelle dimension, et s'étend à la question de notre capacité à assumer cette interdépendance mondiale. Deuxième observation, c'est que les modalités juridiques, politiques et financières de l'orientation des contrôles des grandes institutions, aujourd'hui, rendent celles-ci irresponsables. Le retard de la réflexion sur la régulation internationale par rapport à l'interdépendance est devenu tragique. Le plus beau symbole, c'est la fameuse expression de George Bush au premier sommet de la Terre: le mode de vie américain n'est pas négociable. L'expression ultime de l'irresponsabilité. L'interdépendance avec les autres ne me concerne pas, la survie de la planète ne me concerne pas, ce qui arrive ailleurs ne me concerne pas. Je suis un démocrate et je prends compte aux électeurs de Floride et pas aux électeurs du Congo. Donc, retard phénoménal, et pour les entreprises, c'est rendre compte aux actionnaires qui comptent, c'est de ça que dépend la survie du PDG, c'est pas de savoir l'impact de l'entreprise à l'autre bout de la tête. Troisième observation, notre co-responsabilité aujourd'hui, elle se résume à est-ce qu'on est capable de préserver notre planète unique et fragile. Voilà les termes dans lesquels se pose aujourd'hui la question de la responsabilité. Alors, comment ça se traduit dans les principes de déclaration universelle de responsabilité? Premièrement, par l'idée proportionnelle. Notre responsabilité est proportionnelle à notre savoir et à notre vie. Le problème n'est pas de dire il y a des puissants qui sont responsables, il y a des petits qui sont irresponsables. Et les petits en question revendiquent leur responsabilité parce que être responsable, c'est être sujet. Mais par contre, il est indubitable que les responsabilités sont plus grandes au fur et à mesure qu'on exerce plus de pouvoir et qu'on détient plus de savoir, puisque notre emprise sur les autres devient. La deuxième idée fondamentale, c'est que la responsabilité n'est pas une question subjective mais objective. C'est-à-dire que la question n'est pas est-ce que j'ai l'intention d'être responsable? Est-ce que mes intentions étaient mauvaises en agissant, en manipulant les bactéries de mon coin, etc. Le problème n'est pas celui de l'intention, mais celui des impacts. Et donc je suis responsable, indépendamment de savoir si mes impacts étaient prévisibles ou pas. Et ça peut être extrêmement lourd dans la question de la responsabilité des scientifiques. Troisième question, l'imprescriptibilité. On n'est pas dans l'ordre de la fraude fiscale dans les responsabilités. Parce que les impacts, eux, sont irréversibles, alors notre responsabilité est irréversible. Ça pose par exemple toute la question de la dette écologique des pays riches. Donc c'est des questions extrêmement lourdes, des questions de responsabilité. Quatrième point, la responsabilité est à la fois personnelle et institutionnelle. On ne peut pas dire c'est mon institution qui m'a fait faire ça. Et l'institution, on ne peut pas dire ah ben c'est mon patron qui a fait. La dimension personnelle et institutionnelle sont inséparables, ces deux dimensions de la responsabilité.
Enfin, corollaire, la responsabilité conduit nécessairement à la notion de souveraineté fonctionnelle. Il s'agit de la propriété d'un sol ou de la propriété des ressources naturelles à l'échelle d'un État. Le fait de s'affirmer propriétaire induit des responsabilités qui est celui de la préservation de l'intégrité. Et c'est toute la question des ressources naturelles, c'est toute la question de la biodiversité qui se trouve posée. Enfin, dernier point très lourd aussi pour les scientifiques et pour les citoyens. Nul ne peut arguer de son impuissance pour nier ses responsabilités s'il n'a pas fait l'effort de s'unir. En d'autres termes, le pouvoir, c'est pas donné. Ricoeur dit le pouvoir naît quand les hommes s'unissent, il disparaît quand les hommes se séparent. Donc nous avons le devoir de nous unir pour assumer notre responsabilité. Voilà, je ne savais pas, j'étais tout seul, on m'a dit que, tant qu'on ne sait pas. Donc la question de la responsabilité est extraordinaire. À quel niveau s'exerce la responsabilité? Trois niveaux qu'il faut bien considérer. Le niveau individuel. Comment je gère mes propres dilemmes? Et un des dilemmes majeurs, c'est le dilemme entre ma carrière et la protection, et le dilemme des loyautés. Est-ce que ma loyauté vis-à-vis de mon entreprise, de mon école, de mon université, de mon parti politique, l'emporte ou non sur ma responsabilité vis-à-vis du même? Donc ça pose la question de la hiérarchie des loyautés de manière absolument irréversible. Deuxième niveau, le niveau collectif. Sur quelle norme on se met d'accord? Est-ce que l'idée que la norme est gouvernée par la recherche psychologique a un quelconque sens quand cette recherche a un impact considérable sur l'ensemble du vivant et sur l'ensemble de la société? La réponse est évidemment qu'on est en voie, lentement, ou trop lentement que vous, d'inventer un nouveau contrat social entre la recherche et la société. Dans ce contrat social, la question majeure est celle du retard. Dans une société, tout n'évolue pas à une même vitesse. Il y a ce qui évolue vite, il y a ce qui évolue lentement. Ce qui évolue lentement depuis un siècle, c'est les systèmes de pensée et c'est les systèmes institutionnels. C'est là que gît la question de la survie ou de la mort de l'humanité. Est-ce qu'on est capable de combler le décalage? D'avoir un système de pensée et un système institutionnel qui a 250 ans, une pensée économique qui a 250 ans, dont les hypothèses n'ont pas été produites, qui ont été construites depuis notre démocratie jusqu'à notre conception de la science et de l'université dans une société qui avait de toutes autres questions, de toutes autres échelles, de tous autres impacts sur la nature. Et ce fossé est létal. Je citerai simplement Jean-Marc Sauvé, qui est comme le vice-président du Conseil d'État, qui disait à un séminaire l'an dernier: notre devoir absolu en tant que juriste est maintenant de produire du droit international dépassant la question de la souveraineté, dépassant la question de la territorialité. Le droit international a pris un retard tragique sur l'ampleur des interdépendances à gérer. Et dès lors, qu'est-ce qui s'impose à nous pratiquement dans une situation comme ça? Ralentir ce qui va trop vite. Je suis clairement en faveur de moratoire. Accélérer ce qui va trop lentement. Mettre l'accent sur comment reconstruire les systèmes de pensée, comment reconstruire la pensée économique, comment reconstruire la pensée sur la gouvernance et reconstruire nos institutions, l'État et la gouvernance mondiale. Ça, c'est notre devoir de génération. Et ça a comme corollaire, entre autres, de refuser absolument le déterminisme scientifique. Il faut faire rentrer le choix de la recherche scientifique, qui dépend de moyens publics lourds, dans le champ de la démocratie et pas dans un discours nauséeux sur le droit de chercher. Maintenant, comment tout ça s'applique au vivant? Première idée, le vivant, c'est l'interdépendance. Donc, chaque fois qu'on met en scène quelque chose de nouveau dans le vivant, on crée non pas plus de connaissances et de certitudes, mais plus d'incertitudes. Puisqu'au fond, on crée comme incertitude toutes les interactions non maîtrisées entre ce qu'on introduit et ce système extrêmement complexe. On a parlé tout à l'heure de l'illusion de maîtriser le vivant. Dans le livre qui s'appelle « Compagnon du soleil », un grand historien maintenant disparu, africain, Joseph Kizerbo, a fait une synthèse magnifique de comment les différentes sociétés du monde, à différentes époques, ont pensé les rapports entre l'homme et la nature.
Et on voit qu'on oscille en permanence entre deux pôles. Il n'y a aucune société, n'en déplaise aux tenants de la Pachamama, qui ait vu seulement l'homme à l'intérieur de la nature. Et Dieu merci, il y a peu de sociétés, à part peut-être la nôtre au XIXe et XXe siècle, qui soient vues comme à ce point supérieures à la nature, qui pouvaient la servir sans risque. On est toujours oscillé entre les deux pôles. Ce qui est vrai, c'est que la modernité occidentale a fait basculer, chavirer pratiquement l'humanité vers un pôle qui était celui de la maîtrise. Cette maîtrise du vivant est totalement illusoire. Et maintenant, on l'a vu dans les ateliers tout à l'heure, entre Malebranche et Francis Bacon d'un côté et puis François d'Assise de l'autre, on revient plutôt à une idée plus équilibrée, où on se reconnaît comme partie de la nature et où la question est celle de l'harmonie et pas celle de la maîtrise. C'est autour de ça que ça se joue. Alors comment, du coup, s'applique la notion de la responsabilité au vivant? D'abord, nous devons nous considérer comme avoués de la planète, au sens de responsable pour autrui de la gérer, et pas comme propriétaire au sens latin du terme, usus et abusus, le droit d'en faire ce qu'on veut. Alors, comment ça s'applique à l'économie du futur, puisque c'est le sujet de votre Parlement? Ça implique, développer ça très longuement dans un autre livre qui est là, qui s'appelle « L'essai sur l'économie », de se dire comment on conçoit des régimes de gouvernance adaptés aux différents biens et services. On doit sortir de cette espèce de dualisme ridicule entre action privée et action publique pour se demander, pour chaque nature de bien et de service, quelle est la bonne réponse en termes de régulation. Et en ce qui concerne le vivant, il y a deux régimes qui sont particulièrement évidents. Il y a d'une part le régime qui s'applique à des biens qui se multiplient en se partageant, et ce n'est pas un hasard si la référence était faite au logiciel libre. Il est une économie qui crée de la rareté au nom du droit de propriété intellectuelle pour quelque chose qui naturellement le plus multiplie en se partageant, que ce soit le savoir, l'expérience ou les semences, est une économie du diable. Et puis d'autre part, il y a la question de la biodiversité qui relève des biens et des services qui se détruisent en se partageant. Si on découpe un écosystème en rondelles, on le détruit, et à ce moment-là, ça suppose un régime de régulation mondiale et un régime de cofinancement de la protection. Je reviens de Colombie, la question de la destruction de la biodiversité colombienne par l'industrie extractive se heurte au fait que, au niveau des arbitrages nationaux, entre créer de l'emploi et puis protéger les petits papillons, il n'y a pas photo. Et puis, quand ils se retournent, comme l'a fait le Coréen en Équateur, en disant « moi, je veux bien protéger un grand écosystème en dessous duquel il y a du pétrole, mais il faut m'aider », il n'y a évidemment aucun fonds, et ce n'est pas la récente conférence des partis d'Hyderabad qui a abouti sur rien du tout. Il n'y a aucun fonds pour dire « ok, c'est un bien mondial, je vous aide ». Donc, retard tragique des régulations. Alors, je terminerai par un exemple d'irresponsabilité généralisée, puisque, vous le savez sans doute, notre fondation a cofinancé l'étude de Serralini. Ce n'est pas pour démontrer que les OGM sont mauvais, ça c'est la recherche qui doit nous le dire, mais c'était pour mettre l'accent sur le fait que notre système actuel européen est un système d'irresponsabilité généralisée, qui est de composants 4 points monstrueux. Premièrement, on dit les producteurs sont responsables de leurs produits, mais sous réserve que les connaissances permettaient d'en mesurer les risques. Deuxième étape, on s'interdit de produire les connaissances. Étude à 3 mois, qui plus est par les entreprises. Troisièmement, on demande à des experts de donner leur avis, mais ils ne sont pas responsables, ils donnent leur avis comme experts. Et quatrièmement, les politiques disent « j'ai décidé en fonction de l'avis d'experts, donc c'est pas moi je ne pouvais pas savoir ». Ça, vous comprenez. Voilà. Donc on a un système d'irresponsabilité généralisée. On y met fin rapidement, s'il vous plaît. Merci. Nadine Pereira, sur cette responsabilité devant la paillade et l'humanité en même temps. Merci. Je ne suis pas sûre d'avoir été complètement préparée à cet exercice du fait de l'interversion de mon intervention avec celle de Pierre-Henri Gouillon. Et cependant, si je dis que je suis directeur de recherche au CNRS, que j'y dirige une équipe de recherche et d'autre part une plateforme de sciences expérimentales qui est intitulée « Reconstruction des dynamiques multi-échelles dans la morphogénèse d'organismes modèles », j'estime que je dois absolument affronter mes responsabilités.
Cependant, en vous écoutant, je me disais, s'il y en a une vraiment, qu'en tant que chercheur, je ne suis pas prête à assumer, mais je crois que votre conclusion m'en dédouanait, c'était de dire qu'en tant que chercheur, je me considérais, je ne veux pas assumer la responsabilité de ce que fait Monsanto en pourrissant la planète au gré de l'utilisation de semences, dont cependant, je peux dire que j'ai contribué à les concevoir, puisque j'ai contribué à élaborer le savoir qui a permis de les concevoir. Donc ça étant dit, je me dis que je dois pouvoir faire un petit peu mieux que ça, effectivement, dans une espèce vous allez dire de réappropriation de ces responsabilités dont vous dites, et je pense que vous nous avez tous marqués avec cette irresponsabilité collective en 4 points, en me disant qu'au minimum, effectivement, je peux envisager, qui correspond d'ailleurs bien à une démarche de ma pratique de recherche, de dire que si à un niveau microscopique, c'est-à-dire individuel de chacun, nous sommes effectivement nous sommes parfaitement conscients de ce que sont nos responsabilités et que nous faisons au mieux pour les assumer, on peut espérer qu'il va en émerger collectivement davantage de responsabilités que ce que vous nous avez décrit. Et donc cela irait assez bien avec la remarque que vous faisiez sur le mode de vie américain. Ils ont un président qui ne pourrait pas dire que leur mode de vie est innégociable. Si au niveau individuel, chacun s'était débrouillé pour le renégocier, il y aurait effectivement l'émergence d'une éthique collective à laquelle nous n'assistons pas. Alors, je me disais qu'il y a au moins quelque chose, là aussi, que je ne voudrais pas remettre en question, même si je veux bien voir ce que cela veut dire que d'en assumer les responsabilités, c'est ce qu'est la motivation de ma vie de chercheur, de ma pratique de chercheur, et je dirais vraiment de ma vie pour ce que j'ai mis de mon existence là-dedans, qui est le fait que, en tant que biologiste, je suis motivée par le fait de comprendre le vivant et d'en comprendre certaines propriétés qui me semblent essentielles, qui sont en particulier les propriétés de robustesse. Donc le fait, et je suis embryologiste, donc quand je parle de robustesse, je pense en particulier la robustesse qu'a un embryon à effectivement se développer pour donner ce pourquoi il a été, je dirais, façonné au cours de l'évolution. Quelles sont aussi les propriétés de résilience d'un système vivant, c'est-à-dire comprendre quelle est sa capacité effectivement à se remettre d'un certain nombre de perturbations, d'injures que nous pouvons lui faire. Et d'autre part, cette compréhension que j'espère doit être destinée à me permettre, donc moi en tant que chercheur et nous collectivement, de mieux prédire ce que sont les évolutions possibles des systèmes vivants. Et en sachant que quand je dis ça, quelles sont les évolutions possibles, c'est sans doute pour dire que je pense que nous avons très profondément, théoriquement, accepter l'idée, enfin au moins j'espère que c'est une acceptation que la communauté scientifique partage, du fait que l'évolution des systèmes vivants ne pourra jamais être prédite qu'en probabilité, et ça vaut vraiment, je dirais, aussi bien pour le court terme, pour le moyen terme que le long terme, et ça déjà j'imagine a de très grandes conséquences sur la responsabilité que nous pouvons avoir lorsqu'effectivement nous manipulons quoi que ce soit de l'écosphère. Donc ensuite, si je vais au niveau le plus microscopique et que je dis que j'ai assumé une responsabilité sur ma pratique de chercheur, j'évolue dans un cadre réglementaire, je me dois de le respecter, il en va de ma responsabilité, et je suis d'autre part sans doute habilitée, de par ma position de directeur de recherche, à participer à la définition de ce cadre réglementaire. Ensuite, je peux effectivement avoir ma propre interprétation de ce cadre réglementaire et éventuellement contribuer, je dirais, à le faire évoluer. Et à d'autre part, dire que dans un cadre strictement réglementaire, il y a peut-être quelque chose qui me paraît aussi important, si ce n'est davantage, parce que c'est là, au niveau le plus microscopique, quelque chose qui, je pense, est extrêmement prégnant, qui est la responsabilité que j'ai d'avoir une éthique personnelle qui va jusque dans les gestes que je pratique. Je travaille effectivement avec des organismes modèles et je considère que j'ai dans ma pratique expérimentale, dans mon cadre réglementaire, une éthique des gestes qui est la même que celle d'un chirurgien qui est en train d'opérer sur un patient. Au-delà de ça, il y a pourquoi je mets en œuvre ces pratiques expérimentales, même si je vous ai parlé de ce qu'était mon objectif très général de compréhension, robustesse, résilience des organismes, etc. À partir du moment où j'ai dit ça, et si je veux décliner cette aspiration en pratique expérimentale, je dois forcément, et là je considère que c'est aussi de ma responsabilité, donc de notre responsabilité au sein de la communauté scientifique, de motiver aussi profondément que possible par une réflexion épistémologique ce que nous faisons,
ce que sont les questions que nous posons, comment nous les posons et quelles sont les stratégies que nous mettons en œuvre pour y répondre. En étant, je dirais, en remettant en question ces pratiques-là, je dirais cette épistémologie, autant que faire se peut, au fur et à mesure de la manière dont nous avançons et de comment se manifeste la façon dont nous avançons. Donc cela veut dire que, et je pense que j'assume cette responsabilité personnellement dans le contexte dans lequel je travaille, en ayant une interaction extrêmement forte avec une génération d'épistémologues qui ont, je dirais, une conception de l'épistémologie qui n'est pas un regard sur la pratique ou l'avancée de la connaissance ou la manière dont procède la connaissance ou la pratique expérimentale passée. Je dirais, c'est effectivement cette pratique-là, mais c'est aussi une pratique de l'épistémologie en train de se faire jusqu'à une épistémologie appliquée, parce que je pense qu'il est incontestable. Et là, en fait, j'ai aussi quelque chose d'anecdotique à raconter de ce point de vue-là. J'ai travaillé dans un contexte d'épistémologie, d'histoire des sciences, où mes collègues considéraient qu'en fait, il n'était pas du ressort du philosophe je dirais, de se mettre partie prenante de la pratique expérimentale, en considérant qu'il y avait, je dirais, quelque chose qui était complètement insoluble. Je dirais que la pratique philosophique était forcément sur un regard au plan au moins de l'histoire des sciences et de la pratique de la biologie, quelque chose qui était un regard sur le passé et qu'il n'était pas possible d'impacter directement la pratique expérimentale telle qu'elle se déroule actuellement. Et je pense qu'il y a une génération d'épistémologues qui remettent ça largement en question, et je les remercie de le faire et d'avoir ce courage-là. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, je dirais qu'au moins j'ai l'impression effectivement qu'on peut évoluer dans une pratique expérimentale qui doit répondre au moins à une certaine demande sociétale, je veux dire qui n'est pas si facile que ça à résoudre quand on fait de la recherche fondamentale et qu'on se retrouve avec une demande sociétale que j'ai vu exprimer. Je citerai là aussi un compte-rendu qui avait été demandé à François Jacob et à certains de ses collaborateurs en 1976, je pense, par Valéry Giscard d'Estaing, qui était d'anticiper ce que la recherche fondamentale pouvait proposer au cours des décennies à venir pour le bonheur de l'humanité. Et où en fait François Jacob avait passé des pages et des pages à expliquer que d'accord, c'était certainement de la responsabilité du chercheur de s'inscrire dans une demande sociétale, mais que la recherche fondamentale n'avançait pas de cette façon. Je dirais que la démarche expérimentale dans la recherche fondamentale n'avance pas de cette façon. Et donc, de fait, c'est pour ça que j'insiste sur cette motivation, je dirais, qui est effectivement une motivation beaucoup plus globale, dont je me dis si cette motivation de compréhension des propriétés d'un système vivant et de ses évolutions possibles est ma motivation, elle ne peut pas faire autrement que de s'inscrire effectivement dans ce qui est une demande sociétale, parce que je vais pouvoir la décliner, par exemple, sur une compréhension de ce que fait un médicament dans l'organisme, et nous devrions être tous atterrés qu'il y ait sur le marché, je dirais quasi que des médicaments dont on ne sait absolument pas ce qu'ils font dans l'organisme à l'échelle de nos propres cellules. Donc, ensuite, je dis que effectivement, je pense m'inscrire de ce point de vue-là dans une demande sociétale. Maintenant, le problème de cette demande sociétale, déjà, elle va s'inscrire effectivement sous contrainte de certaines aspirations. Quand je parle des médicaments, bien sûr, il y a toute la difficulté de ne pas être en mesure de prédire ce que va faire un médicament dans l'organisme, mais quand même de devoir soigner. Donc on se retrouve effectivement sous contrainte, je dirais, de cette demande sociétale, sous des contraintes économiques, sous des contraintes politiques. Et c'est là que le problème de ma responsabilité devient tout à fait crucial. Je veux dire qu'à partir du moment où, au-delà de mon aspiration, je dirais, qui est peut-être une forme d'utopie, mais qui là peut être, je dirais, restreinte dans le contexte du laboratoire, je me dois d'être face à la société, face à ses demandes, sous contrainte économique et sous contrainte politique, que puis-je faire? Et bon, je dirais que là, forcément, qu'il y a notre responsabilité sur savoir ce que nous libérons de nos connaissances. Mais en même temps, si je le dis sous cette forme-là, suis-je en train de dire que, et il y a ça, je dirais quand même en filigrane dans votre discours, est-ce que le scientifique se doit de ne pas diffuser la connaissance au prétexte qu'elle peut être mal utilisée? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens pour défendre ce point de vue-là. On est quand même plutôt dans une démarche, je dirais, du partage. Vous avez parlé de l'économie numérique, de la possibilité que cette économie numérique
numérique nous amène vers un partage plus grand. Et donc, je dirais que là, je suis prête à contribuer. Et donc, nous sommes, je dirais, ça va avec notre épistémologie formelle et appliquée d'aller dans une démarche davantage de partage des connaissances, de partage des données expérimentales, de partage aussi du constat de ce que sont nos limites et du partage de ce que sont les instruments que nous pouvons mettre à disposition de la communauté. Et donc là, je parle de la communauté pas que scientifique, je veux dire la communauté civile et de la communauté politique, de partager les outils que nous pouvons avoir qui peuvent permettre de mesurer ce que sont toutes les conséquences de nos décisions. Mais partant de là, je veux dire, c'est même pas parce qu'on aura donné les moyens de mesurer les conséquences de ce que sont nos décisions qu'on aura pu garantir effectivement qu'elles seront faites en conscience et à nouveau en conscience de ce que sont nos responsabilités. Donc je pense qu'avec ce panorama-là, j'ai dit au moins ce qu'était toute la difficulté effectivement de ma position et de son insertion dans un contexte plus large. Merci beaucoup. Louise Vandelac, peut-être une intervention sur l'urgence de la responsabilité, parce que c'est ça qui vous touche le plus dans ce sujet. Bonjour. Je pense qu'on est passé depuis ce matin dans des ordres de préoccupation vraiment très, très, très différents, mais plusieurs se rejoignent par rapport à... Oh, pardon, je m'excuse. Est-ce que ça va? Donc, je disais que des interventions qui ont été faites depuis ce matin, quelques éléments me frappent particulièrement, notamment la nécessité de revoir les systèmes de pensée qui sont absolument inadéquats pour penser l'ampleur de ce qui est en train d'advenir. On a évoqué les notions de progrès qui trop souvent masquaient l'ensemble des choix sociotechniques, politiques, économiques qui leur étaient sous-jacents et qui n'étaient pas toujours les bons, en fait, même si on a cru parfois bien naïvement qu'il s'agissait de progrès. C'est Pierre-Henri Gouillon notamment qui a souligné ça. Les distinctions entre sciences et technosciences qu'a fait Dominique Bourg et qui me semblaient assez justes. On a parlé des dérives, notamment Pierre-Henri Gouillon a parlé des dérives eugénistes. En fait, il faut bien voir qu'on parle de dérives eugénistes en ayant l'impression de s'en être libéré quand on s'intéresse essentiellement à l'eugénisme négatif. Mais on oublie trop souvent les Lebensborn et l'eugénisme positif, qui est encore tout à fait présent dans nos sociétés, maintenant qu'il est individualisé et à la carte. De la même façon, on a parlé à quelques reprises de certains implicites et notamment, je pense qu'il faut revenir à l'inconscientifique, c'est-à-dire aux pulsions épistémophiliques, pour rappeler les travaux de Monette Vacquin, qui soulignent à quel point il y a, depuis, je dirais, le rapport de Vannevar Warbush, il y a déjà plusieurs décennies, intitulé « Science, frontières sans limite », ce qui était déjà tout un programme et qui nous empêche de penser ces questions dans la complexité, non seulement des enjeux éthiques qui doivent être posés, mais dans la complexité de la responsabilité qui doit être la nôtre. Or, ces responsabilités, malheureusement, semblent avoir été très largement court-circuitées depuis des décennies déjà par une économie technoscientifique. Et je suis très attentive à la façon dont vous avez posé les questions à partir de votre propre expérience. Et il est vrai que je pense que c'est extrêmement difficile pour chacun des chercheurs de se resituer dans cet univers-là, où on a l'impression, comme le disait quelqu'un ce matin, qu'il n'y a plus vraiment de pilote dans l'avion. On est dans un contexte où cette économie technoscientifique carbure d'une part aux enjeux militaires, encore maintenant, je pense qu'il ne faut pas le gommer, c'est toujours extrêmement important dans le développement de bon nombre de secteurs, mais aussi avec une concentration économique dans des champs entiers jamais inégalés. Vous savez qu'actuellement, le secteur agroalimentaire est plus important que tout le secteur énergétique. Et la concentration des entreprises dans ce secteur-là est absolument fascinante, ne serait-ce qu'au niveau des semences.
quelques compagnies contrôlent maintenant près de la moitié des semences mondiales. Donc, on a des effets de concentration absolument majeurs, ce qui influe sur non seulement la recherche, mais sur les grandes orientations de recherche, surtout quand les catégories de pensée ne sont pas remises en question, ou quand elles le sont, c'est avec des difficultés absolument majeures, comme on pu le mesurer au cours des 50 dernières années. Bon nombre de personnes qui ont eu l'audace de remettre en question, comme Rachel Carson, par exemple, les impacts négatifs des pesticides au début des années 60, ou les impacts du plomb dans l'essence, comme l'a fait Needleman, et on pourrait nommer des dizaines et des dizaines de personnes qui ont eu l'audace de pouvoir remettre en question des types de préoccupations qui semblaient complètement impossibles à re-questionner. Tout le dossier des perturbateurs endocriniens qui remet en question une bonne partie de la façon de traiter des questions je dirais, qui remet en question bon nombre de paradigmes scientifiques dans plusieurs domaines, parce que ce n'est pas un seul, et je ne veux pas entrer trop profondément sur ces questions-là, est un dossier qui, entre autres, en termes de santé publique, est extrêmement pertinent et extrêmement intéressant. Pourquoi je pose ces questions-là? Parce qu'en fait, ce qu'on peut constater au fil des années, c'est des mécanismes de production de l'irresponsabilité, des mécanismes de production d'ignorance, des mécanismes souvent très pernicieux, très pervers, très diffus socialement, qui font en sorte que moi, je ne faisais que conduire le train et je ne savais pas vraiment ce qu'il y avait dans le train. Et tout le monde est un peu dans cette situation en chaîne où ça devient très, très difficile de refaire une analyse sociopolitique de l'ensemble des enjeux sociotechniques qui traversent notre époque. Or, les quelques outils qui auraient pu permettre de nous aider un tant soit peu à penser ces questions ont paradoxalement implosé au début des années 90-95, un peu partout sur la planète. Je pense ici, par exemple, à l'Office of Technology Assessment aux États-Unis, qui sont des outils, et sans doute faudra-t-il en remettre certains à l'ordre du jour, qui sont des outils qui permettent de penser dans la continuité et objet technoscientifique après objet technoscientifique l'ensemble des enjeux, des implicites, des impacts, qui permettent de faire un travail de co-construction démocratique de l'analyse de ces produits avec des débats contradictoires et avec une véritable implication, je dirais, d'ordre stratégique, c'est-à-dire quels sont ces produits, quelles sont leurs destinations. Et il ne s'agit pas ici d'une nouvelle inquisition ou d'un nouveau tribunal, loin de là, mais simplement de pouvoir se donner les moyens d'éclairer les réalités nouvelles qui nous sont imposées très largement à notre insu. Et peut-être, justement, d'éviter ce déterminisme technologique dont Pierre Calam parlait, puisque, comme on le sait tous, le diable est prétendument dans les détails, mais encore faut-il s'intéresser aux détails, et encore faut-il voir par où l'ensemble de ces nouvelles impositions qui s'imposent comme autant de prétendus progrès se font à l'insu très largement de la population, mais aussi à l'insu de bon nombre de gens qui participent à l'élaboration large des sciences. Et là, je mets l'ensemble des sciences, sciences humaines, sciences sociales, sciences de la nature et de l'ingénieur, sciences de la santé, etc., mais aussi de l'ensemble des savoirs, parce que nous ne sommes plus dans cette période où nous avions des savoirs qu'il s'agissait simplement de diffuser, comme on l'a vu dans l'élaboration des politiques d'éducation au début des années 80, mais nous sommes dans une période de co-construction des savoirs avec les populations, puisque l'urgence de notre époque, c'est celle du bien commun et de la possibilité de poursuivre cette aventure humaine sur la planète. Et vous savez, parfois j'ai un sourire quand on me dit « Ah oui, mais on a des préoccupations à très court terme trop souvent dans les instances politiques et on ne parle pas suffisamment du long terme. » Mais on n'a plus le long terme en main.
Le long terme, c'est 30 ou 40 ans maintenant. Le long terme, c'est les effets de basculement et les effets d'emportement après même 2 degrés Celsius. Et là-dessus, ajoutons la question du méthane, qui est une question extrêmement importante. C'est 1 million de mètres cubes, ça ne dit pas 1 million de mètres cubes, mais 1 million de tonnes de méthane qu'on retrouve dans le pergélisol canadien actuellement, 17 millions, pardon. C'est 1 milliard et c'est 17 milliards dans l'océan. Or, on sait que le méthane a un potentiel 25 fois plus élevé que le CO2. On sait que cette libération progressive du méthane risque d'avoir des effets d'emportement tout à fait catastrophiques. Donc, le temps nous est compté. Et s'il y a un enjeu de responsabilité, c'est de repenser les temporalités et de repenser les outils qui nous sont communs et qui peuvent permettre de pouvoir revisiter certaines des catégories de pensée qui font en sorte que nous sommes tous dans cet emballement effréné, mais qui permettent aussi de le repenser avec, je dirais, un certain souci concret par rapport à la façon dont les choses se font. Vous savez, si il y a une telle imposition je dirais, de cette économie technoscientifique dans nos sociétés, c'est notamment parce qu'on a besoin d'un retour sur économie très très rapide maintenant par rapport aux innovations telles qu'elles se font. Or, le meilleur moyen, c'est de court-circuiter les dispositifs d'évaluation, bien malheureusement. Et on le voit trop souvent. Et certains paradigmes à l'œuvre, comme par exemple le GRAS, le Generally Recognized as Safe, qui a prévalu dans le développement tant des OGM aux États-Unis dès le début que dans le domaine des nanos, l'absence de déclaration obligatoire dans un domaine comme celui des nanos sont des éléments qui sont très préoccupants. Et je ne dis pas que c'est facile dans le domaine des nanotechnologies, c'est un domaine particulièrement difficile, mais on est d'autant plus, je dirais, on a d'autant plus à être précis et à être soucieux des grands enjeux socio-économiques de ces secteurs, qu'on risque de mettre en péril certains développements particulièrement intéressants, tout simplement parce que d'autres risquent d'avoir des effets pervers insoupçonnés et, je dirais, plus problématiques. J'ai eu des travaux récemment sur les nano-foods, la nano-alimentation. Quand on voit les résultats concrets des développements dans ces secteurs-là, je ne suis pas absolument convaincue que les choix techniques qui sont faits là ne méritent pas d'être sérieusement discutés par rapport à d'autres types d'usage des nanotechnologies qui peuvent être beaucoup plus performants. Autrement dit, dans une situation d'urgence qui est désormais la nôtre, il me semble y avoir une nécessité de renouer avec ce qu'on a appelé à certaines périodes de l'histoire le courage intellectuel. Et c'est une notion souvent très peu partagée, mais qui me semble être à la base même d'une posture éthique. Merci. Juste avant de donner la parole à la salle, je voulais revenir sur une chose, c'est un tableau très noir sur l'état de responsabilité. Juste avant de donner la parole à la salle, je voulais juste réagir sur ce tableau très noir, sur cette espèce de diffusion d'irresponsabilité, parce que ce que disait Pierre Calam sur effectivement la prise de décision sur les OGM, c'est vrai que c'est une prise de décision formidablement diluée de l'expert aux représentants des États-nations, et puis in fine, c'est du ressort du seul président de la Commission, qui décide d'ailleurs plus souvent en fonction des règles du commerce international et de l'OCDE qu'en fonction de l'avis de telle ou telle des agences sanitaires qui se sont exprimées. Mais pour autant, il y a à l'intérieur, c'est ce qu'on observe, à l'intérieur de tous les grands organismes de recherche, l'INSERM, l'INRA, et également des agences sanitaires, aujourd'hui des choses qui n'existaient absolument pas avant, des comités d'éthique, des représentants des ONG, pas une co-responsabilité, mais au moins une forme de co-discussion et de production de savoir et de direction de savoir et de recherche
qui n'était même pas envisageable il y a 30 ans. Donc tout ça, ça ne vaut rien, ça n'existe pas, c'est inopérant ou c'est balayé par l'impératif des technosciences et de l'industrie. Je vais me permettre, pour éviter de faux débats, je ne dis pas que c'est nul et non c'est négligeable. Au contraire, on peut se réjouir de l'ensemble de ces dispositifs qui ont été mis en place. Ce que je souligne tout simplement, c'est l'écart extrêmement important entre la fragilité de ces mécanismes, dont bon nombre sont des mécanismes qui ont été créés par les chercheurs eux-mêmes. Quand on pense au nombre d'associations parallèles qui ont été créées au cours des dernières décennies, de chercheurs responsables, Council for Responsible Genetics aux États-Unis, par exemple, on a une association CAPE au Canada qui regroupe 5000 médecins pour la santé environnementale. Je veux dire, on voit se multiplier les associations du genre et on voit aussi les dispositifs se mettre en place partout sur la planète, notamment au plan de l'éthique. Ce que je dis, c'est que actuellement, il y a besoin de revoir un certain nombre de catégories de pensée parce que le problème est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît et que ce ne sont pas tel ou tel petit comité qui peut y faire une différence. Il faut revoir les mécanismes d'approbation des projets et il faut surtout prendre la pleine mesure du temps de réaction potentielle au cours des prochaines décennies. Et ce temps-là est un temps très, très limité et je pense qu'il faut de toute urgence revoir les mécanismes à la lumière de cette temporalité qui n'est plus très longue. Une série de remarques pour remettre dessous dans la mécanique. Il y a un principe qui doit s'appliquer à tout citoyen. Nul n'est censé ignorer les rapports de force. Pas le problème, nul n'est censé ignorer la loi et appliquer. Nul n'est censé ignorer les rapports de force. Et il faut que le scientifique sorte de sa virginité de celui qui ne couche pas avec la société. Il est en plein dans la société, il est financé par la société, tous les mécanismes sont déterminés par la société. Les rapports de force, c'est quoi? C'est premièrement la concentration du pouvoir économique et deuxièmement la guerre économique à outrance. Moi, je rappelle le débat raconté par Joseph Rotblat. Joseph Rotblat, un fantastique physicien anglais qui a été le dernier survivant du projet Manhattan et qui raconte, parce qu'il l'a vécu, la conversation entre Oppenheimer et le général qui commandait les bombardiers atomiques. Oppenheimer était fier, il avait poussé le projet Manhattan à son terme, mais il savait depuis un an que le but qu'on leur avait donné, construire la bombe atomique avant les nazis, ne demandait pas la bombe atomique, que les nazis n'auraient pas le temps de la construire. Et il dit au général, mon général, on voudrait contrôler ça. Le général a répondu, cher monsieur, vous êtes chargé de fabriquer le bâton, celui qui sait comment l'utiliser, c'est moi. Voilà le rapport de force. Les seuls médiateurs entre les connaissances fondamentales et les produits, c'est les entreprises, ce n'est pas les laboratoires, c'est les entreprises. Et donc il faut se demander par quelle logique ils sont animés. Cette logique en Europe, c'est la stratégie de Lisbonne. C'est de dire on est en compétition avec les Chinois, pour tout ce qui est les connaissances qu'on a actuellement, vont nous rattraper, ils coûtent moins cher. Notre seule chance de maintenir le différentiel de niveau de vie, c'est la course en avant technologique. C'est ça la réalité des rapports de force. Donc faire semblant de ne pas les connaître, c'est, à mon avis, de la pure hypocrisie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la nature du contrat social entre la science et la société. Louise, tout à l'heure, citait Vannevar Bush. Le débat entre Vannevar Bush et Harry Truman au lendemain de la guerre a très bien fondé le contrat social sur lequel on vit actuellement entre la science et la société. Vannevar Bush dit en autres termes, la connaissance fondamentale va produire de l'innovation technologique qui va produire de l'emploi, qui va produire la cohésion sociale, qui va produire la paix. Donc, donnez-nous les moyens de produire la connaissance fondamentale et vous aurez la paix sociale. Est-ce que ce contrat, dans le cas de la guerre économique mondiale, tient encore? La réponse est non. Est-ce qu'il tient par rapport aux risques qu'on fait courir à la planète? La réponse est non. Donc le problème, c'est quel contrat social on reconstruit. Puisque Louise nous invite au courage intellectuel, parlons de la communauté scientifique. La communauté scientifique, c'est la même chose que la communauté financière.
C'est la même chose. Premièrement, ils revendiquent exactement la même chose, l'autorégulation du milieu. Qu'est-ce qu'ont dit les grandes banques qui nous ont produit la crise financière? Qu'ils étaient mieux à même, parce que c'était complexe, exactement les mêmes arguments que la présumée communauté scientifique. Exactement les mêmes arguments, comme les arguments des militaires autrefois pour dire les crimes des militaires ne peuvent être jugés que par des militaires. On est toujours dans cette histoire théologique d'un monde à part qui ne peut pas être compris par le reste de la société et qui, en conséquence, n'accepte que l'autorégulation. Parce que sinon, la communauté scientifique, c'est rien d'autre. Je pense que je suis obligée de vous interrompre. Oui, mais vous faites. La communauté scientifique. Et alors, le micro, s'il vous plaît. Le micro. Donc vous êtes en train de nous faire une caricature de la communauté scientifique. Et d'ailleurs, le premier point serait, quand on parle de la communauté scientifique, de qui parle-t-on? C'est vous qui allez parler, moi j'en sais rien. Oui, non, mais justement, non, c'est vous qui êtes en train de me parler de la communauté scientifique et qui en fait... Pardon? Ah non, mais vous êtes en train de quand même la mettre gravement en accusation sur elle. Cela dit, à nouveau, je veux dire, la communauté scientifique, si tant est... Pardon? Oui, non, mais justement, je dirais que le parallèle entre la communauté scientifique et les financiers au plan des motivations me semble quand même assez vite fait, en l'occurrence. Donc, s'il y a quelque chose de vraiment à réguler, et je pense que les scientifiques ont vraiment envie d'être partie prenante de ça, c'est qu'est-ce qu'on fait du savoir? Je veux dire, une fois que le savoir est produit. Et je dirais que ce qui semble absolument poser problème, c'est finalement que la communauté scientifique est en train d'avancer dans la compréhension de ses limites, je pense très très nettement par rapport à ce qu'étaient éventuellement des certitudes qu'on pouvait avoir dans les années 1960 voire 1970, et finalement, je veux dire, on est beaucoup moins confortable là dans un discours où, comme je le disais tout à l'heure, les scientifiques disent on ne peut prédire qu'en probabilité, mais je veux dire, on est face à une pression sociale et économique qui veut que de la certitude. Alors là, il faudrait effectivement qu'on se mette d'accord, et c'est pas du tout en faisant comme si la communauté scientifique était diabolisée comme la communauté financière qu'on va arriver à résoudre ce problème-là. Les scientifiques, effectivement, peuvent vous dire ce qui peut se passer en probabilité, qu'est-ce que la communauté, je dirais, à la fois économique, politique, qu'est-ce que notre société peut faire de ça, c'est-à-dire uniquement avec des indications, avec des prédictions, et qui n'incitent que, effectivement, à la prudence. Donc, cela dit, je serais contente que effectivement, Pierre-Henri vienne en renfort sur ces questions-là. Non, je pense que je suis global. Il y a à prendre dans ce que vous dites tous les deux. D'un côté, effectivement, je pense que la communauté scientifique, je pense d'abord qu'elle existe. Parce que, absolument, comme la communauté financière, c'est un groupe de gens qui se connaissent, qui ont un certain nombre de valeurs qu'ils reconnaissent en commun, etc. Ensuite, la question, c'est de savoir si jamais elle est unie. Alors là, la réponse est non. Et c'est justement ça le point important. On l'a quand même encore bien vu avec l'affaire Serralini récemment, justement, hein, où il y a eu une levée de bouclier de la communauté dite scientifique donc en question, et puis tout d'un coup, effectivement, une réaction de la communauté scientifique à cette levée de bouclier. Donc, autant je pense que Nadine a parfaitement raison sur le plan du fait que la communauté scientifique est beaucoup moins certaine de savoir ce qu'elle doit savoir, ce qu'elle devrait savoir qu'elle ne l'a été. Enfin, excusez-moi, une partie de la communauté scientifique s'est rendue compte de ça. Et puis il y a une autre partie qui, elle, continue à fonder toutes ses croyances sur un absolu pouvoir, une absolue connaissance, sur cette idée stupide que parce que j'ai fabriqué quelque chose, je le connais. Ça, c'est une chose extraordinaire. On a entendu encore ce matin, d'ailleurs. Bien sûr qu'on peut fabriquer des choses sans les connaître. On a fabriqué des entreprises, on a fabriqué une économie. Moi, je trouve le meilleur exemple, c'est l'économie. L'économie est entièrement fabriquée par les humains, et Dieu sait qu'on ne sait pas prédire ce qu'elle va faire. Donc, c'est pas parce qu'on a fabriqué quelque chose qu'on sait ce que ça va devenir. Bon, ça, c'est quelque chose que beaucoup de scientifiques ont compris, et c'est ce que un certain nombre de scientifiques, assez nombreux dans le domaine de la biologie, refusent de comprendre. Refusent de comprendre, d'abord parce que, effectivement, je pense que ça ne serait pas assez confort, c'est trop inconfortable pour eux. Et ensuite, bien sûr, parce que ça va contre leurs intérêts, en général pas personnels, hein, mais l'intérêt du système dans lequel ils sont, l'intérêt du financement de leur laboratoire. Je voudrais vous citer une discussion que j'ai eue avec un collègue que j'estime énormément sur le plan scientifique il y a quelques années. J'étais venu dire que je trouvais que les OGM posaient des problèmes à un colloque. Il est venu me voir après et il m'a dit « J'en ai assez de vous, là vous me cassez les pieds avec vos histoires d'OGM. À cause de vous, on a de moins en moins de bourses de thèse. » Et je lui ai dit, tu vas quand même pas foutre l'agriculture internationale en l'air pour avoir des bourses de thèse. Et il m'a répondu, l'agriculture internationale, je m'en fous. Voilà, alors ça, c'est effectivement assez courant.
Je pense qu'ils s'en foutaient pas vraiment. Typique, on dirait, d'un collègue qui n'assume pas vraiment ses responsabilités ou qui a un sens de ses responsabilités qui est parfaitement discutable. Si je et à te ce disais son moment-là, nom, tu serais surprise. sans doute non, je ne serais même pas surprise, c'est ça qui est terrible. Voilà. Donc, effectivement, je pense que cette communauté existe, qu'elle est très divisée, qu'il y a une vraie scission sur ces questions-là, et que du coup, il y a une partie qui fonctionne bien, comme le dit Pierre Calame, et une partie qui fonctionne bien, comme le dit Nadine Perriard. Voilà. Merci bien. Donc, on va passer aux questions. Monsieur, posez. Allez-y. Oui, bonjour. Pierre Vinicki, je suis le directeur général et fondateur d'un think tank qui s'appelle l'Institut Confiance, qui a pour vocation de contribuer collectivement à restaurer la confiance entre politique, administration, acteurs économiques et financiers, experts et scientifiques, syndicats, médias et citoyens. Merci. Donc pas d'applaudissements, nous n'en sommes enfin, ça fait 1 an qu'on existe, donc on a encore tout à prouver. Mais je voulais me permettre de poser une question un petit peu provocante. Je voudrais poser une question un petit peu provocante à la fois à M. Mallory, en l'occurrence, et à M. Calame. Parce que, M. Mallory, vous êtes l'auteur de l'article qui a fait beaucoup parler de lui sur les OGM, justement, dans le Nouvel Obs. Et M. Calame, vous avez été l'un des principaux financeurs, si ce n'est le principal financeur, de la fameuse étude Seralini. Et puisque vous parlez de responsabilité, c'est l'objet de cette table ronde, je serais tenté de vous demander, est-ce que dans le fait que le Nouvel Obs, et vous, M. Mallory, avez, d'après ce que j'en sais, moi je ne suis pas journaliste ni spécialiste des médias, mais enfin, beaucoup disent qu'effectivement, la façon dont s'est négocié l'écriture de cet article avec un contrat d'exclusivité et d'une sorte de, je dirais comment dire, de confidentialité pendant un certain temps entre le laboratoire de Seralini et le Nouvel Obs, enfin bref, ça n'aurait pas respecté, d'après ce que disent un certain nombre de scientifiques et de journalistes scientifiques, les principes, les déontologiques en la matière. Est-ce qu'effectivement, vous pensez, vous, M. Mallory, et puis je poserai la question également à M. Calame, avoir fait preuve l'un et l'autre de responsabilité ou d'irresponsabilité? Alors, je vais commencer par répondre. Si vous voulez, je vais essayer d'aller vite parce que je ne veux pas quand même brouiller le débat et que ça se concentre là-dessus. Les choses sont très simples. Hein. Moi, j'ai toujours été au courant d'un problème qui m'avait toujours heurté, qui était la question du fait qu'il n'y avait pas d'études long terme sur les OGM. Par conséquent, quand j'ai été approché non pas par un organisme financé par les AMAP et l'agriculture biologique, mais tout simplement par Corinne Lepage et qu'elle m'a parlé de cette étude dont j'ignorais tout, effectivement, ça m'a intéressé. Et forcément, je suis allé voir Seralini pour en savoir un peu plus. Et troisièmement, il m'a tout de suite dit, je lui ai dit, mais où vous le publiez? Et à ce moment-là, il m'a dit où il le publiait dans une revue qui était une revue de référence. J'ai cru bon, effectivement, que le journal où je travaille publie cette enquête. Et comme il y avait aussi un livre de Seralini, j'ai demandé l'exclusivité sur le livre, quelque chose qui se fait à peu près toutes les semaines dans les journaux pour des livres divers et variés, que ce soit de la philosophie, de l'enquête ou de tout ce que vous voulez. Et par conséquent, j'ai obtenu, oui, pour le journal, l'exclusivité de la mise en scène des résultats de Seralini, un entretien avec lui, le récit de son étude et le fait que je le faisais avec autant de tranquillité, si vous voulez, qu'elle était publiée par une revue de référence. Maintenant, vous dites, il y a un contrat d'exclusivité. Oui, je vous réponds encore une fois, il y a eu un contrat d'exclusivité et il y avait un embargo qui, à ma connaissance, avait été demandé par la revue en question. Et Seralini était très anxieux là-dessus parce qu'il avait dans la tête toujours l'exemple de Putzai. L'exemple de Putzai que tout le monde connaît ici, qui était un chercheur qui travaillait sur les pommes de terre OGM, si je ne fais pas d'erreur, et qui avait fait état de la recherche qu'il faisait dans les médias un jour,
et qui s'est vu littéralement pulvérisé sur le plan individuel et scientifique et de la recherche. Aujourd'hui, je crois qu'il anime un laboratoire, je ne sais où, en Norvège. Bon. Donc, voilà, ça c'était la panique de Seralini. Et ça, c'est la vérité. On parlait des rapports de force, c'était la vérité des rapports de force. Et par conséquent, j'ai tenu l'engagement. Ce qui me privait, je le reconnais bien volontiers, le fait de pouvoir faire le tour des scientifiques pour savoir ce qu'ils pensaient de l'étude. Ça, je ne pouvais pas le faire. Mais la présentation n'était pas celle-ci. La présentation, c'était une recherche, la première, de longue durée en toxicologie sur un organisme OGM. On vous la présente avec quand même l'imprimature de la revue. Je vous rappellerai, parce que ça m'amuse dans ce débat, je me suis très peu exprimé là-dessus parce que c'est tellement violent et tellement passionnel, mais je vous rappelle que quelques 5 mois avant était paru en exclusivité chez un confrère du Matin une grande étude publiée dans la même revue expliquant que, à tout coup, alors là c'était prouvé, démontré, in fine, les OGM n'avaient jamais fait de mal à aucun animal et que c'était d'une innocuité absolument parfaite. Qui s'en est ému à ce moment-là? Qui s'en est ému à ce moment-là? La revue est la même. Le journal est un grand journal national. L'exclusivité est totale. L'embargo, je le suppose aussi, puisqu'il y a exclusivité. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi il y a 2 poids, 2 mesures. Je ne vois pas du tout pourquoi il y a 2 poids, 2 mesures. Et in fine, j'arrête là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a un petit peu occupé pendant un petit moment. T'inquiète pas, t'es pas le seul, hein, ça nous a aussi beaucoup aidé. J'arrête là-dessus qu'il ne faudrait pas quand même penser que la question et la violence des questions autour des OGM est née le jour où nous avons publié ce dossier. Quand même, il faut savoir que les conflits se traînent aux tribunaux, qu'il y a des problèmes absolument redoutables de conflits d'intérêts qui sont apparus, comme vous le savez, à l'EFSA et qui continuent d'apparaître et qui sont récurrents. Par conséquent, la violence des débats est quelque chose de bien ancien. Et la méfiance de la société est aussi quelque chose de très ancien. Et la division à l'intérieur du monde scientifique est aussi quelque chose de très ancien. Et même les approches, pas simplement sur savoir si c'est des poisons ou si ce n'est pas des poisons, ce que je ne sais pas, mais que ça pose des problèmes en termes de préemption par les brevets, etc. Tout ça est un débat qui est très ancien, très violent, très clivant. Nous ne l'avons pas inventé, nous avons apporté simplement une pièce. J'arrête. Il y a Joël qui veut s'exprimer. Ah, pardon. Joël Spirou. Oui, bonjour messieurs, dames. Joël Spirou devant de moi, président du CRIGEN et co-auteur de l'étude dont on parle. J'étais sûr que mes collègues allaient parler de la fameuse étude Seralini dont je suis co-auteur et directeur adjoint de l'étude. Je pense qu'on est vraiment up-to-date avec cette étude-là parce que justement on montre tout ce qui ne va pas dans le système. Et en particulier, depuis ce matin, vous parlez de la maîtrise. Je vous dirai éventuellement 2 mots sur l'étude et sur nos réponses à nos détracteurs. Mais on parle de la maîtrise du vivant. Ben, je pense que le maître mot, ce serait déjà que chaque humain soit capable de se maîtriser dans ses choix et dans ses stratégies et dans ses politiques. Si on arrivait à ça, je pense que la maîtrise du vivant, on arriverait à la faire vraiment parce que force est de constater que dans ces problématiques-là, ce qui n'est pas maîtrisé, c'est l'envie du business, l'envie de faire de l'argent et l'envie d'avoir une emprise sur le vivant pour en retirer un impact ou tout au moins pour entraîner une sorte de domination sur les autres. On le voit avec l'agroalimentaire, on le voit avec le système des traitements de l'eau, hein, et on le voit aussi dans la pharmacie. Madame, tout à l'heure, vous parliez des médicaments dont on ne sait pas ce qu'ils font. Eh bien oui, d'autant plus que ça fait bien longtemps qu'on aurait dû faire de la toxicologie des mélanges et qu'on ne fait pas de toxicologie des mélanges et qu'on ne fait pas de toxicologie des faibles doses et qu'on fait très peu de toxicologie transgénérationnelle. Et voilà, et on arrive à une catastrophe de santé publique. Je suis médecin, pour ceux qui ne me connaissent pas, une catastrophe de santé publique avec l'apparition de toutes ces pathologies environnementales depuis une cinquantaine d'années, soixantaine d'années, qui correspondent, ces pathologies, au déversement de xénobiotiques, donc des produits chimiques
hors de la vie, qui n'étaient pas connus avant l'avènement de la chimie organique et de la chimie minérale de synthèse, et qui entraînent toutes ces pathologies-là. Il est temps que, grâce à des moments comme cela, on mette sur pied, comme l'a fait Pasteur pour l'hygiène bactérienne, qu'on mette sur pied au XXIe siècle l'hygiène chimique. Si on n'arrive pas à ça, eh bien on ira de catastrophe en catastrophe. Alors pour prendre juste le débat, juste pour revenir sur le sujet, parler de maîtrise, on a parlé de maîtrise. J'ai relevé des mots, complexité dans vos propos. Eh bien oui, l'homme n'est pas capable, et les scientifiques ne sont pas capables d'appréhender le complexe. On n'appréhende pas le complexe. Bilan de l'affaire, eh bien on passe à côté des effets boomerang, soit positifs, soit négatifs de nos inventions, et c'est une vraie catastrophe. Il va falloir se mettre à penser le complexe, et je vous rappellerai que pour penser le complexe, il faudrait revenir à des choses que aime bien Pierre-Henri, qui est ici et qui fait partie aussi du CRIGEN, d'ailleurs que je note comme Louise, qui font partie du CRIGEN, c'est-à-dire à l'écologie scientifique et à la notion d'écosystème et des modifications d'écosystèmes qui sont des équilibres instables qui peuvent être modifiés par des intrants et des extrants, etc. Et donc, il va falloir en arriver là. Et quand on arrive au dernier point que Madame a évoqué tout à l'heure, de sa responsabilité de chercheur, mais qu'elle applique aussi les normes réglementaires, eh bien, dans le cas présent des OGM, je vous ferai, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est qu'il n'y a aucune norme réglementaire pour les OGM. Et c'est bien pour ça qu'on est tombé dans ce travers, c'est qu'il n'y a aucune norme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de test obligatoire à faire avec des protocoles obligatoires. Ce que nous avons fait, nous, c'est une étude expérimentale pour voir un petit peu ce qui n'avait jamais été fait, c'est sur 2 ans. Et alors, juste pour la véhémence dont Guillaume Mallory parlait de nos détracteurs, ceux-là, ils auraient bien fait quand même de maîtriser leur passion. Ça aurait été un point intelligent. Ils auraient peut-être gagné du temps à réfléchir avant. FCT va publier nos réponses à tous les détracteurs, parce que FCT était sur le point de retirer notre étude, et FCT, l'éditeur en chef, nous a envoyé une quarantaine de lettres de détracteurs qui demandaient de retirer notre publication, et nous a demandé de répondre point par point. Et ces réponses point par point, dans la quinzaine de jours, on a envoyé les dernières épreuves corrigées, là, il y a 2 jours. Ça sera publié dans la même revue, comme ça tout le monde pourra se faire une idée. Donc voilà, on arrive à un point comme ça. Au demeurant, ça fait bouger les lignes. Qu'est-ce que ça fait bouger comme ligne? Ça fait bouger le fait qu'il faut modifier la toxicologie actuelle, la faire évoluer, et l'épidémiologie aussi, qui ne sont pas adaptés à ce genre de pollution ou de produits chimiques toxiques. Et puis, il faut complètement revoir tous les process d'accréditation de ces produits, parce que là, on est dans un système de fou, où ce sont d'abord les producteurs qui font leurs études et qui donnent leurs résultats. Si nos étudiants à la fac avaient le choix de choisir leur sujet et de se donner la note, ils auraient tous un doctorat. Je vous remercie. Merci, merci. Un dernier mot, mais alors vraiment sur ce point, Pierre Calam, puisque vous avez contribué quand même à cette étude. Pour la petite histoire, notre fondation ne finance pas de recherche. C'était un débat fondamental dans notre conseil de fondation par rapport à l'irresponsabilité du mécanisme d'autorisation. Quelle était, nous, notre responsabilité d'organisme indépendant? Et on a assumé cette responsabilité. On a changé notre stratégie, pour une fois, pour la seule fois. On a mis 1 million d'euros pour dire on s'attaque à la question de l'irresponsabilité des autorisations. En ce qui concerne les rapports de force, je rappelle que Monsanto n'a pas les moyens de financer une étude expérimentale, puisqu'il ne peut pas mettre 1 million d'euros pour le faire, mais qu'il a mis 7 millions d'euros dans la campagne californienne sur l'étiquetage des OGM pour financer la campagne du non-étiquetage. C'est ça les rapports de force. Et parmi les grands scientifiques qui sont intervenus auprès du journal de Chemical Toxicology pour faire retirer l'étude, il y a le magazine Forbes, qui est bien connu pour son expertise scientifique, puisqu'il publie chaque année la liste des milliardaires. C'est ça le rapport. Nadine Pereira, un dernier mot, et c'est fini, c'est le dernier. De ce cadre réglementaire. Donc on pense qu'il y a des bienfaits dans le programme REACH sur les questions toxicologiques. On pourrait espérer qu'il y ait quelque chose de comparable pour les OGM. Et d'autre part, je voulais vous dire, effectivement, je ne suis même pas sûre de l'avoir complètement mentionné, qu'effectivement, je m'inscrivais dans une démarche scientifique qui relève d'une approche système complexe du vivant. Et quelle que soit la manière dont on s'identifie à cette nécessité de penser la complexité du vivant et de ce que cela sous-tend comme démarche expérimentale, donc je voulais vous dire qu'effectivement, la communauté se mobilise sur ces questions et que c'est de
ces approches de la complexité du vivant que vient ce constat que nous ne serons jamais capables de faire, même mieux que de prédire les évolutions en probabilité. Je veux dire, c'est cette approche de la complexité du vivant, finalement, qui est un constat que la biologie expérimentale des décennies passées a travaillé effectivement sans prendre en compte cette complexité et que du coup elle a aussi travaillé sans prendre en compte ce que pouvaient être ses limites, est effectivement quelque chose de tout à fait fondamental du début de ce siècle. Et j'en profite, si j'étais intervenu ce matin, et je remercie, je suis sûre que Pierre-Henri a été certainement même beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire, mais j'en aurais profité pour, et je pense que ça tombe bien dans le contexte de cette maison, pour dire qu'il y a une communauté qui s'organise autour de cette question de penser la complexité du vivant, et pas seulement du vivant d'ailleurs, on peut dire de l'écosphère finalement, et qu'il y a une initiative de création de ce qu'on appelle une chaire Unitwin UNESCO, qu'on va appeler Campus numérique des systèmes complexes. La possibilité de la création de cette chaire Unitwin UNESCO sera décidée en 2013, et elle se fait, je dirais, complètement dans le contexte, je crois, d'un certain nombre de choses à laquelle nous aspirons, et qui réunirait à la fois communauté scientifique, je dirais, et communauté civile et politique, et j'espère que nous aurons la chance de constater des progrès dans les choses auxquelles nous aspirons à travers des initiatives telles que celle-là. Merci à vous trois. Je ferme le banc. Vous pouvez continuer les discussions.